En compagnie du maître, j'apprenais donc à observer les choses en leur devenir, à sentir derrière leur forme solide l'invisible flux dynamique à l'œuvre. À de rares moments, je ne doutais pas que mes pulsions intimes ne se trouvaient en parfait accord avec les pulsations de l'univers. L'invisible flux dynamique à l'œuvre dans les romans de François Cheng, la Chine est un corps vivant. Ses paysages, ses souffles, ses silences sont ceux d'un monde en perpétuelle métamorphose. Comment cette traversée du réel devient-elle un cheminement intérieur? François Cheng, romancier de la métamorphose, c'est ici et maintenant. Bienvenue dans ce nouveau vidéocast littéraire. Après avoir exploré l'univers de Panaïti Strati et la brûlante question de la coexistence du bien et du mal, j'ai poursuivi mon chemin de lecture animé par le désir de comprendre ce que la littérature peut nous enseigner sur la transformation intérieure. Un écrivain m'a particulièrement guidé dans cette quête, François Cheng. Alors on le connaît souvent en France pour sa poésie ou ses essais lumineux, mais c'est par ses romans que je suis entrée dans son monde, et notamment par le dit de Tiany, dont une phrase m'a longtemps accompagnée, suivre cette chose vivante et secrète qu'est une rivière. En relisant ce roman, j'y ai trouvé bien plus qu'une méditation sur le bien et le mal. J'y ai découvert une œuvre qui invite à la transmutation, une traversée intérieure, un véritable chemin d'âme, un voyage où le dialogue entre Orient et Occident ne relève pas du cliché, mais d'une profonde quête de résonance. Car lire François Cheng, c'est peut-être, comme il le dit si bien, tisser une famille d'âmes. Ce vidéocast est le premier volet d'une trilogie consacrée à son œuvre romanesque. 3 mouvements, comme une symphonie littéraire, n'ayant pas peur des mots, 3 tons pour suivre les courants de sa pensée et de son art. Pourquoi 3? Parce que ce chiffre structure de nombreuses traditions, dont celle notamment du Tao Te Ching que François Cheng connaît intimement. Voici donc aujourd'hui le premier mouvement, une plongée dynamique dans un univers chinois concret, sensoriel, traversé par la mémoire, la douleur, mais aussi par la beauté du vivant. Dans les épisodes suivants, nous explorons la manière dont le tangible devient de façon insensible intangible, comment les deux dialoguent et comment cette pensée du cosmos résonne avec notre monde contemporain, parfois de façon inattendue, entre touches d'humour discrètes, richesse et fulgurance numérique. Avant d'entrer pleinement dans cet univers, quelques repères biographiques, je vous lis tout simplement un extrait de la notice publiée par Albin Michel qui nous servira de viatique avant de laisser la parole au roman lui-même. Né en Chine le 30 août 1929, François Cheng vit en France depuis 1949. Il est naturalisé français en 1971. Depuis lors, il a mené de front un enseignement à l'université et un travail de création. Écrivain, poète, calligraphe, il est aussi traducteur. Il a notamment introduit en Chine les œuvres des grands poètes français depuis Baudelaire jusqu'aux contemporains comme Michaud ou en particulier René Char. Outre ses recueils de poésie et ses romans, il est l'auteur de nombreux essais sur l'art et la poésie de son pays d'origine, entre autres Entre source et nuages, la poésie chinoise réinventée chez Albin Michel. Aujourd'hui, François Cheng a 95 ans, il continue à créer et je vous invite à l'écouter dans ses interviews assez régulières. Alors aujourd'hui, je vous propose un premier temps de voyage, une première immersion dans l'univers de 2 de ses romans majeurs. Le dit de Tiany, publié en 1998, et L'éternité n'est pas de trop, publié en 2002 chez Albin Michel. Notre objectif dans ce premier mouvement, c'est de prendre conscience comment on plonge véritablement dans le roman de François Cheng, dans une Chine concrète, incarnée, sensorielle, une Chine parcourue à pied, dans un immense mouvement de marche, de souffle et de mémoire. On a en effet 2 romans qui nous immergent dans un territoire vibrant, tantôt secoué par les soubresauts de l'histoire, notamment ceux de la guerre sino-japonaise, les conflits entre nationalistes et communistes notamment, tantôt portés par les paysages d'une Chine au long cours, d'une Chine millénaire. Mais ce qui frappe, c'est le rythme. Ces romans marchent, les personnages avancent, traversent, parcourent, et ce mouvement épouse la géographie intime de la Chine, les plaines du
l'Ouest jaune, les montagnes du Sichuan, les grottes de Dunhuang, la Mandchourie lointaine, le mont Wang. Deux grands fleuves en particulier semblent irriguer véritablement ce grand corps. Ce sont deux symboles à eux seuls de toute la pensée chinoise, le Yangtze, berceau du taoïsme, et le fleuve jaune, berceau du confucianisme. C'est donc un roman qui semble prendre le pouls de la Chine, comme un médecin traditionnel poserait deux doigts sur l'artère du pays. Ce voyage, c'est aussi celui des réalia. En littérature, ce terme désigne tous les éléments concrets, culturels, souvent intraduisibles, qui donnent chair à un monde. Ici, c'est un jeu de mahjong, une chaise à porteur, le goût soudain d'un riz sauté aux œufs, le croquant des graines de pastèque, des fleurs de lotus, le parfum d'un thé aux chrysanthèmes, la soie, le jade, les sampans, des unités de mesure comme les lits, ou encore le dantian, ce chant de cinabre où l'énergie circule chez les taoïstes. François Chang donne donc à sentir, à goûter, à entendre. On peut même aller jusqu'à dire que ces romans sont gourmands. Ils sont aussi porteurs de mémoire, bien sûr, celle de l'enfance, celle d'un monde perdu, et parfois on y sent même quelque chose de proustien. Quelque part, écrit François Chang, la vie vécue reste entière. Ça, c'est un des vers qui apparaît dans un très beau quatrain d'un de ses recueils de poèmes qui s'appelle Enfin le royaume, qui est plus récent encore que ces deux romans. Je vous lis le poème, il est très beau et il est court. Au bout de la nuit, un seuil éclairé nous attire encore vers son doux mystère. Les grillons chantant l'éternel été, quelque part, la vie vécue reste entière. Quelque part, la vie vécue reste entière. Ce vers résonne longtemps. Il dit bien cette émotion mêlée, la beauté d'un monde ancien et la douleur de ce qui a été abîmé. Alors la marche, les objets, les mets, tout cela s'inscrit aussi dans une tradition littéraire longue, foisonnante, celle notamment des grands romans chinois, en particulier sous la dynastie Ming, puisqu'ils y ont été écrits en langue vernaculaire. On pense ici aux 4 romans classiques, en particulier à 3 romans dont je vous donne la traduction en français, Au bord de l'eau, Le rêve dans le pavillon rouge et Le voyage en Occident. On retrouve dans les romans de François Chang certaines figures emblématiques de ce genre romanesque qui a une vraie tradition en Chine, en particulier la figure du moine taoïste, détaché, habité par la nostalgie du ciel, et par ailleurs le bandit généreux, ancré lui dans la terre, proche du peuple, qui peut évoquer à certains égards, mais là c'est un grand écart, c'est pour faire vraiment un lien avec l'épisode 1, qui pourrait évoquer en quelque sorte la figure du bandit généreux qu'on trouve aussi dans l'œuvre de Panaïti Strati à travers celle du haïdouk. Le premier, nous dit François Chang, je le cite dans le dit de Tiani, a les pieds enfoncés dans le sol. Le second, taraudé dès la naissance par le ciel, fait corps avec le tout. Ces personnages, ces scènes, ces gestes, tout concourt à une ambition littéraire forte, dire la totalité d'un monde, une ambition qu'on retrouve aussi en Occident, puisque Stendhal écrivait, c'est une phrase assez connue du Rouge et Noir, un roman est un miroir que l'on promène le long d'un chemin. François Chang, grand lecteur des romanciers français du XIXe siècle, ne s'y trompe pas, il capte lui aussi les reflets changeants de la Chine, l'azur et la boue, le sacré et l'absurde, la grâce et la corruption. Alors, il dessine ainsi un voyage initiatique dans les 2 romans d'ailleurs, semé d'épreuves, et ce qui fait que ces romans, on les traverse comme les personnages, par étapes, par franchissement, par blessure. L'histoire collective y laisse des traces, en particulier dans le dit de Piani, les camps du Laogai, les famines, les répressions, les vagues révolutionnaires absurdes, au nom presque poétique, cracher l'eau amère, purification et rectification. Mais au-delà des drames, ces romans nous donnent une force, celle de la mémoire, du souffle, du lien. C'est une littérature du corps souffrant, mais aussi du corps en marche. Une littérature de cicatrices, pour reprendre de façon volontairement anachronique le nom d'un mouvement littéraire chinois, le mouvement de la littérature des cicatrices, qui est un peu différent. Une littérature donc de cicatrices, mais aussi de métamorphose. Pour conclure ce premier mouvement, on pourrait dire que François Chang nous donne à voir la Chine concrète, charnelle, mais aussi donc blessée, une Chine traversée par des gestes anciens, des objets simples, des plats oubliés et des mots puissants. Une Chine à laquelle on accède par les sens,
par l'art, par l'amour du langage. Dans le prochain épisode, on changera un peu de focale en quelque sorte, puisqu'on passera et on montrera comment cela s'effectue de façon quasi insensible, du concret au cosmique, du tangible à l'intangible. On verra comment chez Sheng la matière s'élève vers l'esprit et comment une simple racine de lotus peut ouvrir sur une pensée du monde. D'ici là, si vous avez envie d'approfondir, de creuser à votre tour, lisez donc le Dit de Tianyi, où l'éternité n'est pas de trop. Vous pouvez aussi découvrir le travail du sinologue Cyril Javary, qui est très intéressant, notamment disponible sur YouTube, et je vous la mettrai dans le descriptif, une conférence TEDx qui est tout à fait brillante, qui n'est pas très longue et qui est parsemée de traits d'esprit. Et surtout, n'oubliez pas de partager vos impressions en commentaire, parce que ce podcast, c'est aussi un dialogue. À très vite pour la suite de ce voyage.